parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV tous les matins. Vous avez accès à cette émission, mesdames et messieurs. Plusieurs moyens s'offrent à vous et évidemment pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, je ne cesse de le rappeler, hashtag Espace GG. Sinon, le numéro de téléphone qu'il faut surtout mémoriser, qu'il ne faut pas oublier, le 00224 657 39 13 13. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Farana sur Bambou FM. Si vous êtes en forêt, c'est Radio Espace Forêt évidemment qui relaie cette émission. Mesdames et messieurs, encore une fois, merci de rejoindre cette équipe des GG avec vous jusqu'au port de 11h avec Jacques Léwalino. Bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Moussa Yoruba. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour, bonjour président. Il ne sait pas que c'est lui. Bonjour citoyen patriote. Bonjour Antoine. Bonjour Lamine. Voilà, on parle de Sili National ce matin. Bonjour Paul Fatia Tunkara, il nous a rejoint. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Allez, cette équipe qui étonne, mon cher Paul Fatia Tunkara, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'essentiel du match d'hier, pardon. L'essentiel est qu'on a été mentalement très fort. On ne s'est pas emballé, on ne s'est pas affolé, on ne s'est pas vite jeté à l'abordage. Même si on a été réduit à 10 après l'exclusion de Mori Kanté. Mais c'est une équipe du Sili qui a su regarder ses esprits et mettre le pied sur le ballon, maîtriser complètement son adversaire, le pousser à courir après la domination. C'est ce qu'elle a fait. D'ailleurs, c'est une équipe individuellement qui regorge de qualité, même si certains observateurs estiment que la génération 2016 était mieux garnie, mieux dorée que celle de 2021. Oui. On s'est qualifié avec brio, on s'est qualifié avec la manière. C'est vrai, le football c'est de l'art, je le disais le matin. Et quand il faut gagner, quand on a cette opportunité de mettre toutes les chances de son côté, il faut mettre de l'esthétique. Hier on a su le faire. L'équipe s'est réduite, s'est remise au talent individuel de Morlaï sur cette frappe, sur cette caresse endiablée qui est partie donc loger le ballon sous la lucarne et qui a offert le billet de qualification pour les demi-finales. L'exploit de 2016 au Rwanda que l'AP a réussi à rééditer hier face à cette rugueuse équipe du Rwanda qui a mis beaucoup d'impact physique, qui a mis beaucoup de grinta dans le match parce que le portier s'est fait secouer. On a vu également Mohamed Bangoua Yorbo qui s'est fait secouer. Donc physiquement, l'équipe du Rwanda était également présente et l'équipe du Sili s'est juste pas affolée. Elle a joué son football, tiki-taka, comme on sait bien le faire, se faire plaisir avec le ballon, quelles que soient les circonstances et l'adversaire que nous avons en face. Le coach également a su s'adapter au profit de l'adversaire qu'il avait en face, donc champion à cette équipe qui rejoint le Mali dans cette belle empoignade entre les voisins immédiats prévue le mercredi à 15h de côté de Yaoundé. Justement, ça n'a pas été facile, c'est une équipe qui s'est construite avec le temps, il faut le rappeler. Oui, il faut dire que cette équipe-là, elle a été façonnée à l'apanage de l'AP Bangoura, elle a été façonnée du corps, des yeux, du goût du sélectionneur l'AP Bangoura, avec toutes les critiques qu'il a essuyées, il a su rester lui-même, authentique, fidèle à ses ambitions. C'est une équipe, c'est vrai, qui a connu une chaîne de préparation assez tronquée. On l'a martelé ici dans les différentes émissions sportives que nous avons animées. Le sélectionneur qui, à chaque étape de la préparation, poussait un léger coup de gueule durant toute la chaîne de préparation et n'a en aucun moment mis main sur l'entièreté de son effectif. Il a proposé dans un premier temps Dubaï pour aller se préparer à raison de la qualité des infrastructures et d'un championnat qui devait se tenir là, qui devait servir d'aubaine au Sili pour peaufiner ses réglages. Mais après, cette piste a donc été annulée pour des raisons financières qu'on a évoquées. On s'est rabattu sur les Gabon, cette piste s'est grillée, on s'est rabattu sur le Togo. Là également, la partie guinéenne a expressément grillé cette piste pour des raisons jusqu'à présent non justifiées. Et finalement, on s'est dit, bon, on va surfer sur cette convention qui existe entre le Maroc et la Guinée parce que là-bas, à El Jadida nous offre toutes les commodités de ces
les installations gratuitement, aussi bien aux sélections nationales qu'au club. Nous sommes partis nous préparer avec 2 matchs amicaux qui se sont soldés par 2 défaites. On a été battu par le Maroc 2-1 et au second match, on a remis le couvert, on a attendu l'autre jour, on s'est fait gifler par la même équipe du Maroc. Et ça a permis à la paix de puiser tous les enseignements afin de se projeter avec beaucoup plus d'efficacité et de responsabilité. Ouais. C'est ce qui s'est passé. On a vu un coach également qui a mis la main à la poche pour s'attacher les services d'un expert, exactement, oui, qui est venu donner des cours de coaching mental parce qu'il savait que l'équipe avait véritablement besoin de ça. Les conditions de préparation ont été assez hachées, assez bâclées et les autorités, il y avait également l'équipe à un moment a fait la fine bouche pour réclamer les primes de qualification, tout ça. Donc il fallait que l'équipe soit concentrée et la paix savait que l'équipe en avait besoin. Et aujourd'hui, hier, l'équipe s'est qualifiée pour les demi-finales. On attend cette équipe en finale parce que Lamine, c'est bien possible. C'est bien possible. Et en exclusivité en direct ce matin chez les GG, évidemment, le coach Lapé. Les grandes gueules. Bonjour coach. Oui, bonjour. Bienvenue sur Radio Espace. Voilà, bienvenue sur Radio Espace et dans notre émission Les Grandes Gueules. On s'intéresse évidemment à vous ce matin, mon cher Paul. Alors coach, félicitations pour cette qualification pour les demi-finales. On sait que c'est la 3e participation du Sili local que vous avez dirigé en 2016. On s'est hissé en demi-finale. 2018 a été cauchemardesque. 2021, vous rééditez l'exploit de 2016. C'est quoi la clé de voûte de ce parcours honorable du Sili? Bon, la clé principale, c'est d'abord mon expérience, il faut le connaître, le mental du groupe, la volonté des joueurs. Bon, après, l'accompagnement des autorités, et particulièrement le ministère des Sports, la fédération, à travers son président, Antonio Soare, bon, qui, sincèrement, me fait de mettre le minimum pour remonter mental. Je pense que les primes, c'est vrai, de quoi ça retarde, mais après, les primes sont payées. Mais comme le discours que je tiens, je dis le plus souvent, d'abord, à l'équipe nationale, on ne joue pas pour de l'argent. Pour le tricolore, c'est un problème de patriotisme. Et je pense que le message a été entendu. Et j'ai eu un groupe très solidaire bon, après, on a eu un petit temps de préparation. Le championnat a été arrêté. Même si le planning que j'ai mis n'a pas été vraiment complètement respecté, mais j'ai eu le minimum. Bon, quand tu as au moins 2-3 semaines de préparation, tu sautes les étapes. C'est-à-dire, au lieu de commencer par le PPG, la préparation physique générale, je suis allé directement dans le PPS, la préparation spécifique. Après, je suis rentré dans la pré-compétition. La pré-compétition, c'est un peu du similaire à la compétition. C'est là où j'ai fait quelques matchs amicaux à Conakry. Et avoir 2 matchs amicaux au Maroc, je pense que cela nous a galvanisés. Et ça nous a permis de venir faire une bonne entente à cette compétition. Et c'est ce qui nous pousse jusqu'à présent. Voilà. Coach, la paix en direct ce matin chez les GG. Allez-y, Antoine. Coach, toutes mes félicitations ce matin. On est très fiers de vous pour cette qualification. L'une des questions que je veux poser, c'est le secret. Parce qu'il y a eu ce deuxième match où la Guinée était menée, je crois que c'était 2-1. Beaucoup de Guinéens ne s'attendaient pas à ce que l'équipe égalise ce but pour se retrouver en quart de finale. Et hier, on a vu ce carton rouge qui a été donné à Mori Kanté, qui au départ a douché un peu les espoirs de certains Guinéens. Et dites-nous, quelle a été la touche de la paix pour que les joueurs soient aussi galvanisés, pour que le mental soit si fort, parce qu'on a senti des joueurs assez engagés hier. Bon, d'abord, c'était au 3e match c'était un match qui nous permettait de se qualifier par un nul. Même si nous avons un nul, on se qualifiait. Et la Tanzanie, avec une victoire, pouvait aussi se qualifier. Alors, retenez qu'on a fait une entame avec beaucoup de stress, beaucoup d'émotions, parce que non seulement il fallait défendre, mais il fallait chercher. Et on a eu un but matinal, certainement, qui nous a un peu réconforté dans notre position. On est un peu sorti du thème.
Après, l'adversaire égalise, il remet un deuxième but. Alors, entre-temps, je pense, dans les vestiaires, j'ai élevé un peu le ton. Je les ai rappelés. Les latéraux ne participent pas comme prévu, comme on s'est préparé à l'entraînement. Moi, je crois qu'ils ont repris le circuit préférentiel qu'on a l'habitude de faire. Et ça a marché. On a passé par les côtés. On a égalisé. Et, en fait, ils sont revenus d'abord sur le schéma tactique. Ils se sont calmés. Mais ils ont eu un mental. Et je crois qu'ils ont été très courageux et prompts. C'est ce qui a fait qu'ils ont égalisé. Justement, mais quels sont les mots, justement? Parce que quand vous dites dans le vestiaire, ça a chauffé et que vous avez sorti l'altérie lourde à la fin de... Qu'est-ce qu'on raconte? Qu'est-ce qu'on dit aux joueurs en ce moment-là dans les vestiaires, la paix? D'abord, je commence par leur dire, j'aime souvent vous dire que vous êtes le meilleur. Et le meilleur, c'est pas le résultat, c'est pas après avoir perdu un match. Alors, faisons tout pour ne pas gâter, n'est-ce pas, l'ambiance qui est au sein du groupe, pour ne pas rendre notre mission désagréable, parce que quand nous sortons de cette compétition, la mission devient désagréable. Et retenez que vous avez des qualités techniquement, vous êtes au-dessus, et vous êtes physiquement beaucoup plus près. Je ne vois pas de raison que vous ne vous battez pas et que vous ne croyez pas à votre schéma tactique. Tout ce qu'on a travaillé, remettez-moi ça en jeu. Bon, avec un temps beaucoup plus élevé. Et là, je pense ils ont intégré, ils ont compris. Ce sont des gars très intelligents, il faut reconnaître. J'ai un groupe qui a un nivellement de niveau. Et sincèrement, ce pas des joueurs extraordinaires, mais ils sont en égalité de valeur. Ils ont les mêmes ambitions. Peut-être que Morla qui surplombe légèrement, mais qui est venu dans le groupe, qui n'était pas en forme. C'est vrai, tous ces joueurs à un moment n'avaient pas leur forme idéale. Et ils ont compris qu'à travers moi, ils retrouvent leur performance. Ce n'est pas que le discours. Mais il y a des travaux d'atelier, des travaux tactiques, des séances d'entraînement. Alors, ils donnent le rôle, leur position dans le terrain. Et comment... Alors, coach, on voit très bien cet engagement, même à travers les discours des footballeurs. Et puis sur le terrain aussi, ils le prouvent. Ils ont vraiment envie de gagner. La question que tout le monde se pose désormais, c'est pour le match du mercredi, nous serons donc sans Mori Kanté. Est-ce qu'on peut dire que c'est un problème qui est déjà réglé par vous? Et comment vous voyez l'adversaire, donc le Mali? Bon, un adversaire à respecter qui a à peu près le même style de jeu que nous. Peut-être que nous sommes un peu au-dessus d'eux sur le plan technique, c'est vrai. Mais je pense sur le plan de l'endurance, la volonté, on a des similitudes. Après, Mori Kanté, moi je pense que j'ai un groupe de 28. Si vous constatez, d'abord j'avais perdu Mola un match qui était le meilleur. On a trouvé des solutions. Hier même, le défenseur central principal, titulaire, Khalil, n'a pas pu participer. Mais toujours, nous avons des solutions de recharge, nous essayons, bon, ça c'est stratégique. Je ne saurais vous dire exactement qui ou comment le faire, mais nous trouverons des solutions parce que là, d'ailleurs, nous sommes en route pour Douala, où on va tout faire pour pouvoir s'entraîner aujourd'hui et demain parce que nous jouons mercredi. Voilà. Coach Lakpé en Bangoura, donc en direct, allez-y. Alors coach, on sait, par le passé en Guinée, on va avec un objectif à toutes les compétitions. On va pour les demi-finales, on va pour les quarts de finale, on va pour la finale. Oula. Cette année, quel est l'objectif de Lakpé Bangoura avec ses poulains? Bon, il y a mes ambitions. Mes ambitions, c'est d'avoir la coupe. Maintenant, dans les objectifs, vous savez, les objectifs, ça dépend. Bon, après, l'appétit vient en mangeant. Moi, je crois, le premier objectif, c'était de passer au premier tour, contrairement au Maroc. Après, passer les quarts de finale. Et comme nous sommes maintenant en demi-finale, je pense que nous avons envie de venir en finale et pourquoi pas remporter. C'est un peu ça. Bien. Coach Lakpé Bangoura en direct ce matin. Dernière question, mon cher Jacques. Alors, Trapatoni, comme on vous appelle, un petit caldeux.
Alors, coach, on joue contre le Mali. On sait que ça sera forcément avec un effectif un peu réaménagé après cette expulsion de Mori Kanté. Alors, l'équipe que vous avez aujourd'hui sous vos ordres, sous votre responsabilité, est-ce que, parce qu'on a appris qu'à un certain moment, on a défendu aux joueurs de communiquer parce que l'ambiance était un tout petit peu délétère, comment vous avez fait pour réaménager tout cela, pour laver les maillots sales dans les vestiaires, comme on le dit? Bon, moi, je dirais qu'il n'y a pas eu de maillot sale. Ce qui est important, c'est que tous ces joueurs me prennent comme leur papa. Vous savez, l'éducateur doit être un bon exemple. Après, celui que tu apprends, s'il sent que tu ne l'apportes rien, il ne peut pas te respecter. Moi, je pense qu'ils savent qu'à travers moi, ils apprennent beaucoup de choses et ils progressent. Le rôle de l'entraîneur, c'est de faire progresser le joueur, faire progresser l'équipe. Et ils ont compris qu'ils progressent. Moi, je dis pas de communication pour deux raisons. Vous savez, avec la connexion, le téléphone, ça t'empêche de te reposer. Et après, les interviews, deux fois, par erreur d'expression, ils sortent du cadre. J'ai vu Morlaï a fait une intervention. C'était pas tellement de lui, mais... Justement, Morlaï qui dit qu'il est un peu plus intelligent que Naby Keita. Que Naby, et il a même parlé de son coach, qu'il l'utilise mal. Vous voyez un peu. À partir de là, j'ai dit attention, on limite un peu la communication. Ça, c'est un autre travail qu'il faut apprendre aux joueurs. Et bon, après, vous, journalistes, il faudrait de fois, quand quelqu'un intervient, vous le redemandez, vous le recadrez. Nous sommes tous des éducateurs. Ce sont des gars qui n'ont pas poussé les études, mais il y a une méthode de les aider, pour les aider, au lieu de les enfoncer. Il ne peut pas être plus intelligent que Naby qui est à Liverpool, ou que son entraîneur ne l'utilise pas bien et qu'il a toujours eu. Bon, après, il s'est rectifié. J'ai aimé, il a été vraiment très fort pour présenter ses esprits. Bon, d'ailleurs, c'est pour toutes ces raisons. D'abord, pour se reposer, moi j'ai dit le téléphone, je retire le téléphone. Et après les interviews, je fais attention. Bien. Voilà. Merci beaucoup, coach Lapé Bangoura, en direct ce matin chez les GG. Surtout bonne chance, on a envie de dire, ce matin, coach Lapé du côté du Cameroun. Les GG continuent sur Radio Espace. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Vous retrouvez cette émission également sur Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry. À la une, on s'intéresse évidemment à l'actualité. Le président de la République s'engage à gouverner autrement. Décidément, il vient en faire en tout cas un discours, un ensemble d'actions à mener pour faire avancer le pays dans bien de domaines. Alpha Condé procède par pédagogie au moment où tout le monde s'interroge sur le respect de ses multiples engagements depuis qu'il est arrivé donc au pouvoir en 2010. Changement d'abord, progrès en marche en 2015 et maintenant gouverner autrement. À quoi devons-nous s'attendre? Pose la question ce matin Jacques Lévalino. Quelle place pour l'entrepreneuriat dans cette gouvernance qui a du mal pour l'instant à rassurer? Notre invité ce lundi matin, évidemment, c'est bien sûr Honorable Bintou Touré, députée à l'Assemblée nationale et présidente du parti guinéen pour le progrès et le développement. Elle répondra aux questions des GG, évidemment, sous les coups de 10h. Il nous a rejoint dans ce studio, c'est bien sûr El Chocolaté, Moussa Moïsila, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bienvenue. Oui, merci, belle présentation de Paul Fatia Tounkara. Hein. Voilà, ben oui, le Sili, t'as regardé le match ou pas du tout? Pour une fois, oui. Pour une fois. Ouais, j'ai regardé et j'ai assisté au but magnifique de Morlaï Silla. Ouais. Ça m'a émerveillé. Et comme quoi, voilà quoi, vous comprenez bien. Oui, vous êtes la plus patriote. Quand il joue, j'ai vu en lui la réincarnation de Fendouno. Ouais. J'ai vu en lui
un futur Zidane. Parce que quand il touche le ballon, vous sentez une harmonie. C'est vrai, il y a eu la cohésion au niveau de l'équipe. C'est parce que de part et d'autre, les joueurs aussi ont donné tout ce qu'ils avaient. Et le saut également, il y a un saut qui peut être la réincarnation du Golden Boy, comme Salam Sow. Donc cette équipe, est-ce qu'on peut la remplacer? C'est-à-dire on prend l'autre Sili, les grandes gueules. on transpose quoi. Je suis d'accord. Hier, c'est l'expression mouiller le maillot. C'est hier que j'ai compris ce que ça veut dire, l'expression mouiller le maillot. En politique, je ne comprenais pas ce que ça signifiait. Hier, j'ai compris ce que ça signifie. L'expression mouiller le maillot, j'ai compris en regardant le jeu, l'expression gouverner autrement. C'est ça, gouverner autrement. C'est ça, mouiller le maillot. Les jeunes, ils ont joué autrement. Mais c'était magnifique. Au fait, il n'y a pas d'arrière-pensée, il n'y a pas cette starmania. Vous sentez qu'ils sont là pour un objectif. Les grandes gueules. Ils se donnent la balle. Ils étaient à 10 contre 11. Mais j'ai dit, mais c'est fini. Mais après, vous ne sentiez même pas qu'il leur manquait un joueur. Je trouve que il faut saluer le travail parce que c'est pas donné, c'est pas tombé du ciel. Il y a eu un travail politique qui a été fait derrière. Il y a eu un championnat qui a été plus ou moins revalorisé avec la Fédération guinéenne de football. Il y a eu aussi la revalorisation du championnat national. Les clubs qui jouent, les mécènes qui interviennent dans le domaine, KPC, Antonio et comment il s'appelle, Mathurin Bangoura, tous ceux qui mettent de l'argent dans le football national pour que les championnats soient rehaussés. Voici les conséquences sur le terrain. Quand on commence à la base, quand on en fait une véritable profession qui obéit à des principes et à des règles, on produit toujours de bons résultats. La SEC Mimosa, l'Africa Sport National en Côte d'Ivoire ont commencé comme ça. J'ai failli être dedans avec le Sowe Sport de San Pedro, mais ça n'a pas marché. Les grandes gueules. Quand on investit dans le football à la base, on produit un énorme spectacle du côté tel que les jeunes l'ont montré du côté du Cameroun. Vraiment, je suis très content et j'espère que le mercredi parce que au Mali c'est chaud les deux poumons, je comprends pas au fait. Mais tu vas comprendre. Deux poumons dans un même corps, souvent c'est le poumon gauche qui nous frappe. Moi je veux pour une fois, c'est seulement que cette fois-ci là, qu'on démontre que dans la poitrine il n'y a pas que le poumon gauche, que le poumon droit existe et qu'on chicote le Mali. C'est vraiment le moment de le faire, et parce que cette équipe a le vent en poupe et puis tout est à leur disposition. Le coaching est là, l'accompagnement du public, en dépit du coronavirus. Il n'y a pas de star. La star, c'est l'équipe et ça, c'est très important. Exactement. Ce sont des Guinéens, ce sont des enfants guinéens. Ils se parlent et puis ils sont pas du tout impressionnants. Moi, c'est ce que j'ai aimé. Vous savez, souvent il y a ce calcul psychologique qui peut tuer une équipe. Quand vous jouez contre une équipe venant d'un pays plus développé, tout ça, ils ont plus d'infrastructures, ils ont plus de moyens. Vous dites, les gens là sont bien entretenus. Regardez les marques qu'ils portent, c'est plus cher. Le maillot, c'est encore plus de qualité. Donc il y a tout ça, mais les jeunes n'ont rien calculé. Ils ont vu l'objectif à atteindre. Je pense qu'ils sont à féliciter. Le coaching et tout l'accompagnement derrière. Justement, on a écouté Lapé qui rassure, Madame Hiro. Qui rassure, qui par rapport au Mali, il dit que techniquement, on est un peu plus mieux préparé que l'équipe malienne, notre équipe. En tout cas, moi, je n'ai pas regardé tout le match. J'ai juste suivi l'intervalle du but marqué, qui était vraiment impressionnant. Je pense que ces jeunes peuvent aller loin. Ils l'ont démontré déjà parce que à travers un nul ce jour-là, on pouvait basculer. Si on n'avait pas ce match nul-là, heureusement, on a réussi à le faire. Et aujourd'hui, je pense que le match d'hier, c'était vraiment, ça donne un certain sentiment de fierté par rapport à cette jeune équipe qui se trouve du côté du Cameroun. Je pense qu'il faut aller plus loin, il faut s'armer de beaucoup plus de courage. Ils l'ont démontré, ils ont ce courage, ils ont la tactique qu'il faut sur le terrain, tout ce qu'il faut pour pouvoir aller au-delà. On l'a dit avec l'équipe du Mali, souvent on a des difficultés avec cette équipe-là sur le terrain quand il y a des rencontres, mais je pense que le coach l'a dit, on peut fournir beaucoup plus d'efforts pour pouvoir dépasser le cap des demi-finales, aller en finale et pourquoi pas revenir avec la coupe. Parce que il veut vraiment la coupe. Je pense que cette joie qu'on a éprouvée ici en 2016, je pense avec la même jeune équipe, c'était une fierté. On était à deux doigts d'arracher cette victoire continentale. Je pense qu'on peut le faire. Il faut beaucoup plus de courage, se dire que oui, la patrie attend. Parce qu'on a vu la joie de tous les Guinéens. Moi, quand j'observe les gens, en fait, le sport,
c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça rassemble. Ça rassemble, les gens sont là autour du même idéal, le même objectif, la même équipe. Ça permet aux Guinéens de respirer et de voir les choses autrement que de la politique. Cette équipe qui étonne, on va dire comme ça, Jacques Léwaléno. Agréablement, parce que ce sont des jeunes qui sont de Matam, de Kankan, de Kaloum, donc de Bokeh. Les jeunes de la rue. Ce ne sont pas des binationaux. Ce ne sont pas des binationaux qu'on est allé chercher dans les capitales. Allez, Jacques, allez, tu vas arrêter ton nationalisme. Non, mais c'est pas un problème de nationalisme. C'est pas un problème de nationalisme. Si, quand vous regardez le CHAN, ça, je pars même au-delà de la Guinée. Ce CHAN de cette année, si vous le regardez très bien, vous n'avez pas l'impression qu'il y a une autre compétition africaine plus importante que celle que nous avons actuellement. Parce qu'avant, c'était la CAN qui rassemblait beaucoup de monde et on se disait que le beau jeu, c'était à ce niveau. Mais ce CHAN-là a tendance parfois à produire le beau foot plus que parfois certains matchs de la CAN. Donc je me dis que lorsque c'est parfois au niveau local où il y a une cohésion parfaite, ça donne des résultats. La Zambie, pourquoi la Zambie brillait souvent lors des CAN? Parce que la Zambie avait des joueurs qui jouaient au pays où c'était des locaux. Ils se connaissent entre eux, ils produisaient le jeu formidable et il y avait de la cohésion parfaite. Et je crois aujourd'hui cela est en train d'être compris par la plupart des nations de foot, dont normalement on essaie de voir au niveau du championnat local qui est boosté à l'avance. Je crois que ce travail qui a commencé ici, il faut l'encourager, il ne faut pas laisser ces jeunes, il faut les coacher véritablement au niveau des clubs qui existent en Guinée, mais surtout continuer dans la formation. Ça pourrait être à l'avenir, au lieu que ce soit l'équipe A qui soit fournie, qui soit alimentée par les joueurs locaux, que ce soit le contraire, c'est-à-dire qu'il y ait une base au niveau local, une équipe sur laquelle on pourrait choisir, n'est-ce pas, les binationaux qui veulent se montrer gentils, à venir donner leur coup de pouce pour pouvoir arracher des victoires à l'international. Moi, c'est ma façon de voir les choses et je crois que quand les mécènes là se sont invités dans le foot, je crois qu'ils ont aussi cette mentalité là. Il faut qu'on ait la possibilité de compter sur une pépinière locale pour construire une équipe nationale véritable. Justement, on dit qu'il n'y a jamais de 203. Tu es dans la même logique, Monsieur le Président? Oui, effectivement. Ce qui me rassure d'ailleurs davantage, c'est quand l'AP fait fi de toute modestie et il a cet objectif d'aller de l'avant. Ça rassure. Non, mais pour réussir, il ne faut pas douter. Il ne faut pas douter de soi. Et c'est ce qui rassure davantage parce que lorsque le coach n'est pas sûr de lui-même, il ne peut pas avoir confiance en son équipe. Il faut d'abord que lui-même il se sente engagé. Et c'est son énergie qu'il va injecter à ses poulets et c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. J'ai été vraiment impressionné depuis toutes ces sorties du Sili de Guinée. Je me suis dit, mais attends, on a cette potentialité, mais on ne peut pas comprendre quand même qu'on soit à ce niveau avec ce niveau de joueurs et qu'on ne soit pas à même d'aller plus loin dans la CAN. Et il faut, c'est une façon de nous dire. Ça peut donner des idées. Si jamais cette équipe remporte la coupe, je vais dire, ça peut donner des idées. Ça nous amène à quoi? Ça nous amène à quoi? À dire qu'on a besoin d'investir davantage dans les joueurs locaux. On a encore besoin d'investir davantage dans le championnat local pour nous permettre de détecter les bons talents. On a aujourd'hui de bons talents qui sont là, qui ont juste besoin d'être accompagnés, d'être exposés, et d'être encadrés. On aura bien une équipe type qu'on pourrait bien utiliser. Ça, le cas de binational, ça, les gens sont obligés d'aller encore davantage devant parce qu'on ne peut pas rester. Ils vont être certes de l'équipe nationale, mais ils auront aussi besoin d'aller de l'avant, d'aller jouer dans d'autres grandes équipes. Les binationaux, c'est pas le fait de jouer dans les clubs à l'international, mais ce sont des joueurs parfois dont on discute la nationalité. On dit, est-ce que vous allez jouer en France? Mais quand on les refuse là-bas, ils disent, bon, ils vont venir en Guinée. Voilà, le cœur est à Paris et puis le corps est en Guinée. Ça ne joue pas. Oh Jacques. C'est une réalité parce que on a vu avec les fuites de messages par exemple qu'il y a eu entre des joueurs du Sili après la CAN, entre eux et leur coach. On a vu les fuites de messages
pour savoir que ce n'est pas vraiment leur esprit qui vient jouer, mais plutôt ils cherchent parfois à se faire une image, ils viennent participer à la CAN. Il faut prouver, parce que c'est là, ça se passe maintenant. Il faut prouver, mais il faut aussi être dans l'esprit. Lorsque vous n'êtes pas dans l'esprit, ça veut dire que vous ne pouvez pas vous donner à fond. Et il faut lever le chapeau pour l'AP Bangoura, pour tous ceux qui encadrent cette équipe, mais aussi particulièrement pour ces jeunes qui comprennent le message et qui s'y mettent pour vraiment honorer la patrie. Le chapeau, il est levé pour eux. Justement, Antoine, beaucoup de joueurs se font remarquer, entre autres. Je prends Victor Cantabaduno, c'est juste incroyable. Hein. Oui, Victor, malheureusement, hier... Il était sur le point de réitérer ce qu'il a fait au troisième match. Les grandes gueules. Mais malheureusement, la pichenette, non pas une pichenette, mais le coup qu'il a donné au ballon. Les grandes gueules. On était tous prêts à, encore une fois, nous lever pour acclamer. Malheureusement, c'est passé à côté. Mais heureusement, comme l'a signifié Moussa, Morlaï et Silla. C'est Jacques Levaleno. C'est important. Morlaï et Silla est venu sauver toute une nation. Tu as vu comment il a logé le ballon? Non, j'étais là, j'ai regardé. Sincèrement, mais il a logé le ballon de façon... C'était calculé comme si c'était au laser. Mais c'était vraiment bien. On appelle ça magistral. Il ne pouvait pas, le gardien rwandais. Soit il se brisait 4 côtes, ou bien il laissait le ballon rentrer. Je pense qu'il a fait son choix. Pour une fois, on a eu, comme toujours. On a pris du plaisir à suivre cette équipe. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas aussi rejoui pour une prestation du Sili. Mais attention à ne pas tomber dans l'euphorie parce que... Antoine. Ben si, nous connaissons un peu parfois comment ça se passe. Lorsque nous faisons de belles prestations, on dit souvent que le Sili de Guinée, il ne faut pas trop les apprécier parce qu'après, c'est l'hôpital. Parce que quand vous vous donnez corps et âme à 100%, Jacques, on a vu cet homme qui est mort à Cancan. Justement, Paul m'apprenait ça ce matin. Justement, ce monsieur qui, à cause du troisième match, moi également, j'ai subi des conséquences de cela. La voix a été prise parce que je me suis efforcé à crier parce que j'étais content pour cette victoire du Sili au troisième match. Cet homme de Cancan qui était hyper tendu a voulu montrer sa joie lorsque le Sili a gagné au troisième match, qui finalement a succombé après une crise cardiaque. Je me dis que c'est bon d'être content après cette victoire du Sili, mais il faut mesurer la joie en attendant que ce match de demi-finale arrive, parce que je peux trouver une explication aujourd'hui à cet engagement vif de nos joueurs, à la différence de leurs aînés qui très souvent, à cause des clubs, ont du mal à s'adonner trop en équipe nationale pour éviter de se blesser parce qu'il y a de l'argent qui est en jeu. Ces jeunes-là qui jouent en équipe locale en Guinée n'ont rien à perdre. Beaucoup parmi eux rêvent d'aller en Europe, beaucoup parmi eux veulent jouer à l'international. Ça fait qu'ils sont obligés de se donner, de mouiller le maillot comme on le dit très souvent. Mais parfois, quand cette chance arrive qu'ils partent en Europe, souvent on ne les reconnaît plus. Donc le jeune Morlaï, on l'a suivi avec cette boutade qu'il a faite. Morlaï Silla. Avec la boutade, quand il dit qu'il est plus intelligent que Nabi Deko et que son coach au Orient Athletic Club ne l'utilise pas comme cela se doit. Je me dis que ça a été une recette de jeunesse, mais il a fini par se rattraper. Il a présenté ses excuses. Faudrait pas que cette folie-là arrive à nos jeunes qui, par excès de confiance, arrivent à dire qu'on est arrivé au sommet et qu'il n'y a plus rien d'autre à faire pour changer positivement. Je les encourage et ensuite à ceux qui investissent dans le football, on les encourage à continuer comme ça. Ce sont les résultats d'un travail de lutte, de dur labeur. Justement, ça aussi, ça passe aussi par le management, parce que quand on sait que Mathurin est à la tête de la Ligue, la Ligue professionnelle de moi, ça ne m'étonne pas. Également Antonio à la fédération. Antonio aussi, évidemment. Donc c'est beaucoup d'argent, vous en savez quelque chose. Bien, vous êtes sur Radio Espace. Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99.
Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix. Nous vous donnons rendez-vous, mesdames et messieurs. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Avec plaisir, sous les coups de 10 heures, je me ferai plaisir de lire quelques réactions, évidemment, des internautes. Et vous, auditeurs, sur le 657 39 13 13. Je le disais tantôt, le président de la République s'engage à gouverner autrement. Décidément, il vient en faire, en tout cas, un discours et un ensemble d'avoir à mener pour faire avancer le pays dans bien de domaines. Il le dit ce matin, Jacques Lewalino. Alpha Condé procède par pédagogie au moment où tout le monde s'interroge sur le respect de ses multiples engagements depuis qu'il est arrivé donc au pouvoir en 2010. Changement d'abord, progrès en marche en 2015 et maintenant gouverner autrement. À quoi devons-nous s'attendre? Nous posons cette question ce matin. Quelle place pour l'entrepreneuriat dans cette gouvernance? Nous essayons de poser toutes ces questions évidemment à notre invité ce matin, qui n'est autre que honorable Bintou Touré. Elle est députée donc à l'Assemblée nationale et présidente du Parti guinéen pour le progrès et le développement. Elle sera avec nous dans la deuxième partie de l'émission. On s'intéresse aux vrais gens, mon cher Moussa Moïse là. On revient évidemment sur cette actualité. On l'a débattu plusieurs fois la semaine dernière. On parle des commerçants, la farine plutôt. Le pain. Il s'agit de la paix, donc ça nous importe beaucoup. Vous savez, c'est le pain qui a eu raison de Big Up. Oui. C'est le pain qui a été, à mon avis, à l'origine de son départ. La farine, il s'en est pris plein les pieds, il n'a pas pu bouger. Moussa. Au sens figuré, parce que je trouve que s'il avait été mieux écouté, on aurait compris sa démarche en tant que Les grandes gueules. Et j'ai pu avoir accès à quelques documentations sur le travail qu'il a fait, lui et tous les professionnels du secteur de la farine, les industriels, l'association des boulangers, mais aussi les consommateurs. C'est un travail technique assez impeccable. Mais il n'a pas été accompagné. Derrière, ce qui lui a manqué, c'est le calcul sur le plan politique et social de l'incidence du travail qu'il avait fait. Lui, il a travaillé en tant que technicien. Au cours de la rencontre, il a été rappelé que déjà en janvier 2020, le prix avait été augmenté de façon unilatérale par les boulangers à hauteur de 500 francs guinéens sur la baguette. Ils l'ont fait pourquoi? Parce que les boulangers ont vu les ingrédients qui rentrent dans la fabrication du augmenter, les prix de ces ingrédients augmenter, notamment, le plus important, les frais liés au bois de chauffe, les fagots qui rentrent dans les fours de fabrication du pain. Donc, au cours d'une réunion avec les boulangers, il a été donc noté que au moment où, en janvier 2020, au moment où ces boulangers faisaient cette augmentation, déjà à l'international, le prix du blé, qui est la matière première qui rentre dans la fabrication du pain, avait augmenté à un peu plus de 40% à l'international. Donc, les boulangers ont augmenté 500 francs guinéens. Au niveau des industriels, ils ont fait un réajustement de 4% sur le prix du sac de la farine au niveau des différentes usines. Alors, le ministre va réunir donc tout ce beau monde pour leur dire, tenez, vous ne pouvez pas en ce moment-là, au moment où le gouvernement se saigne par rapport au coronavirus, pour soutenir économiquement le pays, vous ne pouvez pas faire d'augmentation. Les boulangers vont poser le problème lié donc au bois de chauffe, et les deux industriels, pour résumer, les moulins d'Afrique et les grands moulins de Conakry vont se donner la main et ils vont trouver notamment deux camions pour accompagner les boulangers dans l'achat des bois, des fagots donc, et le transport de ces fagots pour ne pas que les boulangers augmentent le prix du pain. Donc à l'époque, un accord avait été trouvé dans ce sens-là. Mais les boulangers vont donner un moratoire. Ils diront que si au bout de 4 mois plutôt, la tendance haussière continue, ils seront obligés donc d'augmenter les 500 francs sur le prix de la baguette. Donc c'est ce qui va arriver en janvier 2021. Parce que entre janvier 2020 et janvier 2021, le prix du blé, la tonne à l'international, est passé de $233 à $330 à l'international. Donc une augmentation qui est sans précédent, parce que tout simplement le coronavirus a eu des impacts sur la production à l'étranger, tout cela. On ne produit pas de blé en Guinée. Donc ils vont se réunir, ils vont tabler sur ce qui peut être fait. Les industriels vont présenter au ministre la structure du prix de la farine, c'est-à-dire qu'est-ce qui entre
dans la composition du prix de la farine. Quand vous prenez les ingrédients, vous prenez le blé, vous prenez la sacherie et la farine, plus le son, l'énergie, le carburant, les salaires, la maintenance et tout, quand vous prenez tout cela, vous vous rendez compte que le prix de revient du sac de farine au niveau de nos différentes de nos deux unités industrielles s'élève à 276 000 francs guinéens. C'est normalement à ce prix, c'est le prix de revient lié au coût de production de la farine. Alors que sur le terrain, les industriels sont obligés, ils sont astreints à vendre le sac de farine à 245 000 francs guinéens parce que le président a donné des injonctions. Donc, ils ne veulent pas également perturber un peu la quiétude sociale. Ils savent un peu le lien entre le pain et la paix. C'est pourquoi, durant les manifestations politiques, les industriels n'ont absolument rien augmenté. Les boulangers ont continué à travailler. Ils ont été ravitaillés en dépit de tous les risques qu'ils couraient. Donc, ils vont dire au ministre que cette fois-ci, ce n'est pas tenable. Il faudrait quand même réajuster puisque à l'étranger, tout le monde l'a fait. La Guinée ne produit pas de blé. Lorsque le prix de carburant augmente à l'international, qu'est-ce que le gouvernement fait? Il augmente tout de suite. On réajuste. Parce que tout simplement, le gouvernement a une certaine part dans la vente du litre à la pompe. Mais puisque le gouvernement n'a pas de part dans la fabrication de la farine, donc on laisse les industriels mourir de leur belle mort. C'est-à-dire, on ne les soutient pas alors qu'ils sont confrontés pour une fois. Et ça, c'est vérifiable à d'énormes difficultés. Alors, ils vont présenter au ministre cela. Le sac, normalement, c'est à 276 000. Nous les vendons parce que vous nous imposez à 245 000 francs sur le marché. La perte est énorme pour nous parce que c'est un peu plus de 30 000 francs guinéens sur chaque sac que nous perdons. Donc, ils vont trouver un accord. Le ministre va proposer une nouvelle structure de prix, un accord bien entendu avec les industriels pour que le sac soit vendu à 285 000 francs guinéens au niveau des différentes unités industrielles et que au niveau de la baguette, qu'on puisse ajuster 500 francs dessus pour que la baguette soit vendue à 3 500 francs. Déjà, le prix appliqué aujourd'hui, c'est 3 500, c'est 4 000 et même 4 500 à certains endroits. C'est-à-dire, quand vous achetez le pain en Guinée, c'est en fonction... Donc, ce n'est pas respecté en fait. Au fait, il n'y a pas eu d'accord. Quand le ministre a fait ce travail technique, il l'a présenté à la primature. Et le travail au niveau de la primature était en cours. Le président a eu vent de ce qui s'est passé. Il a donné des injonctions. Il a dit pas d'augmentation du prix du pain, pas d'augmentation du prix de la farine. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? En ce moment-là, du côté de la Côte d'Ivoire, vous avez par exemple le sac qui est vendu à plus de 360 000 francs par exemple, aux alentours de 360 000 francs, à 330 000, entre 330 000 et 358 000 francs guinéens du côté de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Et dans ces pays-là, l'État accompagne les industriels en termes d'infrastructure. On n'est pas encore arrivé à leur niveau. En termes d'énergie, parce que c'est important que je le signale, si on ne prie pas l'heure, je préfère revenir dessus. Tu vas revenir parce que le pain, c'est la paix. Voilà, c'est pas possible. Allez, on va revenir dans la deuxième partie de l'émission. Mesdames et messieurs, on parlera politique. On décryptera évidemment cette sortie de Fama, évidemment ce week-end. Et puis, on s'intéressera aussi à ce qui se passe en ce moment, des encombrants physiques enlevés donc du côté de Kaloum. Jacques Lewalen s'est intéressé au dossier. Toute l'équipe, on revient à 10h. Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble. Ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Média, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble.